Chaque automne, nous brûlons des tas de branches qui pourraient nourrir la terre pendant des décennies, détruisant ainsi en un seul après-midi une ressource inestimable, eau et engrais. Pourtant, dans les Alpes, un agriculteur rebelle a enterré du bois au lieu de le brûler et a cultivé des citrons dans la neige. Ce sol surélevé est devenu une véritable source de richesse pendant 20 ans. Ni tuyaux d'arrosage, ni engrais, ni efforts. Alors pourquoi avons-nous abandonné ce secret qui pourrait mettre fin à la sécheresse dans votre jardin? La réponse remet en question tous les principes de l'agriculture moderne. Seth Holzer n'a jamais eu l'intention de devenir un rebelle. Il se contentait d'observer les montagnes et d'écouter la terre. Dans les années 1980, en Autriche, cette résistance discrète a transformé sa ferme en champ de bataille. Des inspecteurs arrivaient, munis de leurs carnets et d'avertissements, mesurant ses terrasses escarpées et les profonds étangs qu'il avait creusés sans autorisation. Chaque butte de terre, chaque tas de bois enfoui lui valait une nouvelle amende. Les voisins de Holder ont respecté les règles. Des champs plats, des rangées droites, des cultures approuvées par le gouvernement. Il a créé des buttes avec des troncs pourris et planté des agrumes là où ne poussaient que des épicéas. Les autorités ont jugé cela inconsidéré. Elles s'inquiétaient des inondations, de l'érosion et du chaos que pourraient engendrer ces terres sauvages. On lui a remis des avis d'infraction, parfois des dizaines en une seule année. À la fin de la décennie, Holzer était connu comme le fermier le plus verbalisé. Ich bin der meist Deower, dit-il avec un sourire en coin. Je suis le fermier le plus verbalisé. Les amendes s'accumulaient, des milliers de shillings, puis d'euros. Chacun réclamait un retour aux méthodes traditionnelles. Mais les difficultés ne cessaient de s'accumuler, alors même qu'il était menacé de perdre ses terres. En 1986, après de fortes pluies, les autorités l'accusèrent d'avoir créé des bassins de rétention d'eau illégaux. Il paya l'amende, puis fit appel, arguant que ses étangs et ses terrasses avaient justement permis d'éviter les catastrophes qu'il redoutait. En 1989, la pression atteignit son paroxysme. L'administration agricole menaça de saisir sa ferme. La réponse de Holzer fut simple. Il les invita à venir constater ses récoltes. Citrons, kiwis, raisins et légumes racines prospéraient sur des pentes où, auparavant, seule l'herbe poussait. Sa ferme produisait 10 fois plus de nourriture que celle de n'importe quel voisin. En 1992, après une nouvelle amende pour l'agrandissement d'un étang, les méthodes de Holder commencèrent à parler d'elles-mêmes. Il écrivit « Mes récoltes les réduisent au silence. Le gouvernement ne pouvait ignorer les preuves. Des agrumes ployant sous le poids des fruits, des légumes prospérant sans une goutte d'irrigation, ni un sac d'engrais chimiques. » La persévérance de Holzer transforma chaque sanction en preuve. Il vit les règlements brûler, mais sa terre ne fit que s'enrichir. Les amendes ne l'arrêtèrent jamais. Elles ne firent que renforcer sa conviction. La nature, livrée à sa propre sagesse, peut survivre à toute bureaucratie. Son histoire n'est pas seulement une histoire de résistance, mais aussi de confiance dans le bois pourri, dans la patience de la décomposition et dans la force tranquille d'un jardin à flanc de collines qui refuse de mourir. Des citrons se balancent dans le vent alpin, leur peau éclatante contrastant avec le fond enneigé. Sur les terrasses escarpées de ronces crématorium, les vignes de kiwi grimpent le long des épicéas, leurs fruits duveteux gonflant sous le ciel froid de la montagne. Les raisins mûrissent sur les mêmes pentes où les voisins peinent à faire pousser de l'herbe. Ici, pas de tuyaux d'arrosage, pas d'arroseurs automatiques la nuit. L'eau provient directement de la terre, puisée par des racines qui s'enfoncent profondément dans des monticules de bois enfouis. Le sol est sombre et meuble, imprégné d'un doux parfum de décomposition. Le gel s'installe sur les champs début octobre, mais la terre sous les agrumes de Hoher reste chaude. Même au cœur de l'hiver,
De jeunes pousses vertes percent le paillis, nourries par la chaleur lente des troncs qui se décomposent en dessous. Les agrumes ne sont ni rabougris ni malades. Les arbres croulent sous les fruits, leurs feuilles luisantes et robustes. Les kiwis, d'ordinaire réservés aux vallées subtropicales, prospèrent ici aux côtés des pins alpins. Les paniers de récolte débordent de couleurs insoupçonnées à cette altitude. Citrons, raisins et même figues. Les voisins s'approchent, curieux. Les inspecteurs, jadis munis de précieux registres, sortent désormais leurs appareils photo. Impossible d'ignorer les preuves. Là où d'autres ne voient que des pentes arides, Holder fait fructifier la terre. Il ne s'agit pas d'un tour de passe-passe de serres vitrées ou de canalisation d'irrigation dissimulée. Le secret est enfoui sous terre. Chaque monticule est rempli de troncs, de branches et de feuilles mortes, disposées en couches comme le sol d'une forêt, puis recouverts de terre. En se décomposant, le bois se gorge d'eau de pluie et de fonte des neiges, absorbant l'eau comme une éponge. Les racines puisent dans cette réserve d'eau cachée durant les mois secs. Même lors des années de sécheresse, les buttes restent humides. Les cultures survivent aux vagues de chaleur et aux gelées tardives qui ravagent les champs voisins. Ces buttes ne se contentent pas de retenir l'eau. En se décomposant, les troncs libèrent un flux constant de nutriments, azote, phosphore et calcium, qui nourrissent le sol pendant des décennies. La chaleur de la décomposition persiste même lors des nuits les plus froides, prolongeant la saison de croissance de plusieurs semaines au-delà de ce que permet le fond de la vallée. Chaque butte devient son propre microclimat, une poche d'abondance méditerranéenne au cœur des Alpes. Les visiteurs parcourent les terrasses, incrédules. Ils goûtent des citrons qui n'ont jamais vu de serre. Ils passent leurs mains dans une terre qui ne sèche jamais, même en juillet. Depuis 20 ans, ces plates-bandes produisent récolte après récolte sans engrais, sans irrigation, sans les béquilles chimiques de l'agriculture moderne. La preuve n'est pas en théorie, mais dans les fruits, sucrés, parfumés et impossibles à expliquer par d'autres règles que celles de la nature. Au cœur de chaque butte de culture hugle se cache un miracle simple, souvent négligé. Le bois en décomposition est une éponge. Non pas une éponge métaphorique, mais une éponge physique, construite par l'architecture même de la nature. Les parois cellulaires du bois, composées principalement de lignons, forment un labyrinthe de minuscules pores et tunnels. Lorsque la décomposition commence, ces passages s'élargissent. L'eau de pluie et la fonte des neiges s'infiltrent, inondant chaque chambre. En laboratoire, des troncs de pin fortement décomposés ont absorbé une quantité d'eau équivalente à 5 fois leur poids sec, soit plus de 500%. Le chêne, qui se décompose plus lentement, double ou triple tout de même sa masse avec l'humidité. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la physique. En surface, un lit de culture égal ressemble à n'importe quel autre monticule surélevé. Terre, paillis, peut-être un enchevêtrement de tiges de courge. Mais si l'on enfonce une sonde d'humidité profondément dans le monticule, les mesures révèlent une toute autre réalité. Sous la chaleur sèche de juillet, alors que les jardins voisins se flétrissent et que les tuyaux d'arrosage fonctionnent jour et nuit, la sonde s'enfonce dans le lit éogal et détecte des niveaux d'humidité comparables à ceux d'une pluie printanière. Des relevés sur le terrain indiquent une humidité du sol de 40 à 60% à l'intérieur du monticule. Même lorsque la couche superficielle de terre se fissure au soleil, les troncs enfouis en dessous, gorgés d'eau, conservent leur humidité. L'eau est libérée lentement vers les racines, constituant une réserve cachée qui se recharge à chaque averse. Le secret de cette capacité de rétention d'eau réside dans le processus de décomposition du bois. À mesure que les champignons et les microbes rongent les parois cellulaires, la densité du bois diminue. Un morceau de pin, initialement assez dense pour couler, devient léger et aéré comme une éponge naturelle. Dans une étude,
Le pain dégradé a vu sa densité chuter à seulement 0,2 par cm3, soit moins de la moitié de son poids initial. Chaque gramme de ce bois décomposé peut retenir plusieurs grammes d'eau. Même après des mois sans pluie, les racines trouvent l'humidité là où l'œil ne voit que de la poussière. Pour les jardiniers, cela signifie être libéré de la corvée quotidienne d'arrosage. Cela signifie un été sans feuilles fanées ni récolte perdue. Cette promesse n'est pas un vœu pieux. Elle repose sur la structure même du monticule. Chaque bûche, chaque branche, chaque poignée de feuilles mortes ajoute une nouvelle couche de stockage. Au fil des ans, le monticule se tasse, mais son cœur reste un réservoir vivant. Les témoignages de jardiniers expérimentés confirment cette révolution discrète. 2 ans après avoir construit un lit de culture huale, une jardinière du nord-ouest Pacifique a rangé son tuyau d'arrosage, constatant que le sol était resté humide toute la saison. En Autriche, les terrasses de Holzer ont conservé l'eau pendant des sécheresses qui ont asséché les puits des voisins. Des jardiniers urbains travaillent, avec pour seul matériel les ressources de la ville. Les bûches et les débris végétaux en bordure de trottoirs continuent de prospérer malgré les vagues de chaleur, sans le moindre apport d'eau. C'est cette promesse qui séduit aussi bien le jardinier paresseux que le cultivateur économe. Un seul effort suffit, et le monticule s'arrose de lui-même pendant des décennies. Le bois enfoui ne se contente pas de nourrir le sol, il l'hydrate discrètement par le dessous. Les chiffres, les analyses d'humidité, et même les mains encore humides après avoir creusé dans un monticule qui n'a pas vu la pluie depuis des semaines en témoignent. Ce n'est pas de la magie. C'est la physique du bois et de la décomposition qui œuvre au service du sol. Sous la surface de chaque butte de culture, un mécanisme silencieux fonctionne jour et nuit. Dès que la première pelletée de terre recouvre le bois, la butte devient bien plus qu'un simple réservoir. Elle se transforme en véritable source de chaleur. Microbes et champignons pullulent dans les troncs humides en décomposition, décomposant le lignine et la cellulose. Leur action, invisible et exothermique, libère une impulsion de chaleur à chaque bouchée de bois, réchauffant ainsi le sol de l'intérieur. Même dans le froid mordant d'un hiver alpin, le sol au-dessus d'une bûche enfouie peut être plusieurs degrés plus chaud que l'air ambiant et sensiblement plus chaud que les champs environnants. Ce n'est pas seulement un confort pour les racines, c'est un atout pour leur survie. Les graines germent plus tôt au printemps. Le gel, qui tuerait les jeunes pousses sur un sol nu, passe sans dommage au-dessus de ces buttes, protégées par la chaleur lente et constante qui monte du sol. En automne, la saison de croissance se prolonge, les tomates et les courges mûrissant des semaines après que les jardins voisins ont fané. La chaleur n'est que le début. Au fil des ans, le bois enfoui se transforme d'une simple source d'énergie en un véritable trésor pour le sol. La décomposition des bûches est un marathon, pas un sprint. Les feuillus, comme le chêne et l'érable, peuvent pas mettre 20 ans à se décomposer complètement. Pendant ce temps, le bois libère des nutriments, azote, phosphore, calcium, à un rythme qui correspond aux besoins des plantes ci-dessus. Il n'y a pas de cycle d'abondance et de pénurie, pas de période de fertilité intense suivie d'un effondrement. Au contraire, le sol reçoit un apport lent et régulier. Chaque printemps, de nouvelles racines s'enfoncent plus profondément, trouvant de nouvelles sources de nutriments. Chaque automne, la butte se tasse un peu plus, son cœur étant plus riche que l'année précédente. Des essais en plein champ et des jardins cultivés sur le long terme confirment ce qui se maintient ou se produit dans ces terrasses. Un lit de culture en hougal bien construit peut nourrir les cultures pendant 20 ans ou plus sans ajout d'engrais. Les nutriments ne sont ni lessivés par la pluie, ni brûlés par le soleil. Ils sont emprisonnés dans le bois, libérés seulement lorsque les micro-organismes ont terminé leur travail patient. Même après une décennie, le sol au cœur d'une butte peut présenter des teneurs en azote et en phosphore supérieures à celles du sol environnant. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais d'un héritage.
La science qui sous-tend cette libération lente est aussi élégante qu'efficace. À mesure que le bois se décompose, elle devient un support pour la vie microbienne. Les champignons s'entrelacent dans les fibres du tronc, formant des réseaux qui transportent les minéraux des profondeurs du monticule jusqu'aux racines superficielles. Les bactéries décomposent les composés complexes en nutriments simples. Les vers de terre creusent des galeries dans le bois ramolli, le mélangeant à la terre et laissant derrière eux des traces de déjection riches en nutriments pour les plantes. Chaque acteur de cette symbiose souterraine travaille à son propre rythme, mais ensemble, ils transforment le bois mort en une terre fertile et vivante. Pour le jardinier, cela signifie moins de travail chaque année et une récolte plus abondante au fil des saisons. Plus besoin de transporter des sacs d'engrais ni de s'inquiéter de l'appauvrissement du sol. Le monticule assure la fertilisation et le chauffage de manière silencieuse et automatique. C'est un système fondé sur la patience et la confiance. Confiance dans la lente magie de la décomposition et dans la sagesse de laisser les processus naturels se déployer pendant des décennies. Dans un monde obsédé par les résultats immédiats, la culture Ougal offre quelque chose de rare. La promesse qu'avec des bases solides, votre sol ne fera que s'enrichir au fil des ans. Avec l'arrivée des machines agricoles, les champs plats sont devenus la nouvelle norme. Dans les décennies qui ont suivi 1920, les tracteurs et les moissonneuses-batteuses exigeaient une surface uniforme. Pas de bosse, pas de monticule, rien qui puisse ralentir une roue d'acier ou bloquer une charrue. L'ancienne pratique consistant à créer des buttes avec du bois enterré tomba en désuétude. Non pas qu'elle ait échoué, mais parce qu'elle ne correspondait plus à la logique de la mécanisation. Un tracteur peut couvrir un hectare plat en quelques minutes, semant rangée après rangée, sans interruption. L'efficacité est devenue une question de statistiques. Plus de surface couverte, moins d'obstacles, des rendements horaires plus élevés. Les champs furent nivelés, les broussailles brûlées et le paysage remodelé pour répondre aux besoins des machines, non plus à ceux des racines. La promesse de rapidité et d'ampleur remplaça la fertilité lente et patiente du bois enfoui. À mesure que les buttes disparaissaient, leurs réserves d'eau et de nutriments s'évaporaient également. Il ne restait plus qu'une toile vierge, facile à labourer, mais avide d'engrais et d'irrigation. Commencez par creuser une tranchée directement sur l'herbe. La base est toujours la même. Les plus grosses, les plus vieilles et les plus pourries bûches que vous puissiez trouver. Le chêne et l'érable sont les essences les plus appropriées, car le bois dur se décompose lentement et nourrit le sol pendant des années. N'utilisez jamais de cèdre, de noyer, ni aucun bois traité. Ces essences empoisonnent les racines et freinent la croissance du monticule. Empilez les bûches de manière compacte, en comblant les espaces vides avec des branches et des brindilles. Il ne s'agit pas d'un tas lâche. Chaque poche d'air représente un risque d'affaissement. Ensuite, remplissez chaque interstice de végétaux riches en azote. Le bois en décomposition est avide d'azote. Utilisez donc des tontes de gazon, du fumier frais, voire de l'urine si vous en avez. Si vous négligez cette étape, les microbes absorberont l'azote de vos plantes. C'est le piège à azote qui provoque le jaunissement des feuilles, un retard de croissance et la déception. Une fois la couche verte épaisse, recouvrez le monticule d'une couche de 30 cm de terre végétale et de paillis. Arrosez abondamment la première année. Ensuite, le monticule se chargera de tout. Une institutrice retraitée se tient près de son jardin, le tuyau d'arrosage enroulé et inutilisé depuis le printemps dernier. Elle a construit son premier monticule avec des troncs d'érable de Stormfeld, comblant chaque interstice avec des tontes de gazon et du fumier. Désormais, même en août, la terre reste fraîche et humide. Elle plaisante en disant que ses tomates puisent plus d'eau dans la terre que dans le robinet. Sa facture d'eau a tellement baissé que la ville lui a envoyé un avis de vérification du compteur.
Un propriétaire économe de banlieue a transformé son tas de branchages de l'année précédente en un parterre sinueux qui serpente dans son jardin. Il a comptabilisé chaque dépense. Plus de sacs d'engrais, plus d'arrosage hebdomadaire, seulement des épluchures de cuisine et des feuilles d'automne disposées en couches successives. À la fin de la première année, sa récolte a été la plus abondante qu'il ait jamais vue. Et les économies réalisées ont permis de rembourser 2 fois sa commande de semences. Toutes les histoires ne commencent pas par un succès. Une passionnée de permaculture a vu ses semis jaunir et stagner. Elle avait fait l'impasse sur le fumier, ne faisant confiance qu'au bois. La leçon fut rapide. Le bois pourri absorbe d'abord l'azote. Elle a incorporé des déchets de tonte frais dans une brouette de compost et, en quelques semaines, la plate-bande a repris vie. Son erreur lui a servi de preuve. Le monticule, autrefois récalcitrant, produit désormais des pois et des courges sans montrer le moindre signe de faim. Chaque témoignage reprend le même refrain. Enfouissez le bois, et la terre vous le rendra pendant des années. Aujourd'hui, face à la sécheresse et à la hausse du prix des engrais, des millions de personnes continuent de brûler ce qui pourrait devenir des réservoirs d'eau sous leur jardin. Face aux menaces que représentent les phénomènes climatiques extrêmes pour la sécurité alimentaire, chaque branche enterrée est un geste discret de résilience. Ce choix n'est pas motivé par la nostalgie, mais par la volonté de créer un sol qui nous survivra. La terre se souvient de ce que nous lui offrons. Quel héritage laissera votre jardin? Partagez vos réflexions ci-dessous.